Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. C'est jour de budget à Ottawa, Alexandre, et c'est pas n'importe quel budget, parce que là, on n'en a pas eu au printemps. Ça fait comme 1 an et demi qu'on n'a pas eu de budget. Là. Premier ministre du gouvernement, premier budget du gouvernement Carney, premier budget aussi du ministre des Finances, François-Philippe Champagne, qui nous sera présenté sur le coup de 16 heures aujourd'hui. Maintenant, la grande question, c'est quelle sera l'ampleur du déficit et qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur de ce budget-là. Je vous dirais, il y a déjà certaines mesures qui ont fuité dans les médias, notamment dans le Globe and Mail, qui parle ce matin d'un plan pour retirer les flottes militaires vieillissantes, pour attirer des talents internationaux, 50 milliards pour infrastructures locales et on dit souvent ici... Mario, que Mark Carney aime bien défaire ce que Justin Trudeau a fait dans les dernières années. Il se gêne pas pour le faire. Non. Alors, on annoncerait la suppression du programme visant à planter 2 milliards d'arbres d'ici 2031. Et là, j'entends déjà Benoît Dutrisac. Il faudra le consoler ce matin. Oui. Non, il va être fragile. Parce que quand il arrive, là, Régis, avant de venir en studio, je pense qu'il faudra que tout le monde prenne soin de Benoît, qui s'était beaucoup attaché à cet engagement de M. Trudeau. Totalement. Mais pour vrai, on va en reparler plus tard dans l'émission pour avoir un invité là-dessus. Il faut quand même se souvenir que quand on dit un engagement écrit sur une napkin, là, ça, à mon avis, c'est le record de tous les temps. Puis je dis pas qu'il fallait pas planter des arbres. C'est juste que tu sais, on aime nous dire l'environnement, c'est la science, puis c'est les scientifiques. C'est pas un groupe d'ingénieurs forestiers puis de spécialistes des changements climatiques qui ont fait le plan. Justin Trudeau avait obtenu, par des moyens qui sont encore douteux à mon avis aujourd'hui, un rendez-vous exclusif avec Greta Thunberg qui venait pour une marche à Montréal et en pleine campagne électorale, pour jouer la carte, les belles images, les photos. Elle allait rencontrer en privé Justin Trudeau. Puis là, je pense que c'est le matin même ou la veille au soir, ils se sont dit, ouais, mais là, on peut pas rencontrer Greta et avoir rien à annoncer. Puis ils ont trouvé ça. On planter des arbres. 2 milliards d'arbres. 2 milliards d'arbres. Voilà. Travaillez fort. Hein? Encore? C'est comme une mélodie, ça. Ouais, parce que 2 milliards d'arbres. Ça fait partie de... Ouais, c'est qu'il y a comme c'est ça. Fait que là, donc, 2 milliards d'arbres, finalement, ce que j'entends là, dans l'article du Globe and Mail, on dit que les contrats, on en a à peu près la moitié qui sont plantés, les contrats en cours vont être respectés, mais capote pour le reste, c'est fini. Fait que ça va être 1 milliard d'arbres. Si on prend un peu, genre, ça va être plus ça. Et là, la grande question aussi, c'est qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le budget va être adopté ou non? Puis là, il y avait toutes sortes de rumeurs dans les dernières semaines, Mario, puis toi et moi, on prend ça avec un grain de sel, là, parce que là, il y en a qui commencent à s'inquiéter. Est-ce qu'on va aller en élection dans le temps des fêtes? Bon, le Bloc et les conservateurs semblent être prêts à voter contre le budget. Mais là, de plus en plus, puis on entendait le chef intérimaire du NPD, Don Davis, là, très connu par ses proches, ses amis, sa famille immédiate, qui lui disait essentiellement, les députés du NPD pourraient tout simplement s'abstenir de voter. Alors là, on ferait... Parce que les gens oublient facilement cette option-là, c'est-à-dire que pour que le budget soit battu, il faut que le gouvernement est majoritaire par 3 sièges. C'est ça. Fait que pour que le budget soit battu, il faut que tous les députés d'opposition s'allient et votent contre le budget. Faut pas qu'ils s'abstiennent, faut pas qu'ils s'absentent, faut qu'ils se présentent en chambre et qu'ils votent contre le budget. Alors, de penser, les députés du NPD, à la dernière élection, ils ont eu 7 sièges. Des dettes de parti terribles. Donc, des dettes, pas d'argent. Pas de chef de parti, il y a un chef par intérim, personne ne le connaît. Il y a une course à la chefferie, personne ne les connaît. Ils parlent même pas français. Ça se passe dans l'indifférence la plus complète. Alors, qui peut sérieusement penser que ces députés du NPD, dans un geste suicidaire, vont se lever en chambre et renverser le gouvernement sur le budget, qui ne vont pas trouver une excuse pour s'absenter ou pour dire ça. Deuxièmement, même le Bloc, moi je pense que les seuls qui peuvent vouloir des élections, c'est les libéraux de M. Carney. Parce que si l'opposition provoque des élections, les gens vont être tellement furieux, là. Les gens détestent voter 2 fois dans la même année. Alors les gens vont être tellement furieux qu'ils vont en vouloir à l'opposition de dire, qu'est-ce que vous faites là? Vous votez contre le budget. Donc, pour 1 million de raisons évidentes, là, il n'y aura pas d'élection. En fait, le seul scénario où il pourrait y avoir des élections, c'est si Mark Carney disait, OK, les sondages sont bons, c'est le temps d'y aller.
puis qui lui-même va voir le gouverneur, mais que le gouverneur général, mais que les partis d'opposition vont provoquer un déclenchement d'élection. Puis si le Bloc et les conservateurs disent ouvertement on va voter contre le budget, c'est parce qu'ils sont sûrs, béton que le NPD le fera pas. Là. Tu comprends? C'est ça qui donne, surtout le Bloc, là, c'est ça qui leur donne la confiance. Regarde, là, nous, on peut dire qu'on va voter contre le budget. Politiquement, ça va être bon. De toute façon, le NPD le fera pas. Bon, ceci dit, j'ai jamais vu un gouvernement dans l'histoire monter autant les attentes. Ça fait 2 semaines là, qu'on nous pousse l'idée que c'est un budget générationnel, un budget qui va transformer le pays. C'est mieux d'être gros, les mesures puis les virages majeurs qu'il y a là-dedans, parce que sinon, on va dire, ah ouais, mais c'est juste ça. Tu sais, quand on te promet ben Raymond, puis tu le lis, puis tu dis, OK, mais c'est... Reste suivre. Ouais. On le saura à 16h cet après-midi. M. Champagne a des beaux souliers, en tout cas. Oui, acheté à Saint-Tite. Boulés. Dans son comté. J'aurais aimé ça qu'il y ait des bottes de cowboy. Mais je trouve que c'est très classique, là. Ça ressemble aux autres paires que vous avez toutes dans votre garde-robe. Ben, parce qu'ils sont fabriqués à Saint-Tite, là. Oui, c'est intéressant, là. Dans son comté. C'est juste que le look... Ça ressemble. Je suis d'accord avec Alexandre là-dessus. Je pense que c'est pas des souliers tant que ça, des souliers de design. Je pense que ce qu'ils font à Saint-Tite, les bottes boulées, là, ils ont un contrat de souliers pour la GRC. C'est ça, les souliers. Je pense que c'est ça, les souliers. Ouais, c'est ça. Je pense pas qu'ils font du soulier... Habituellement, nous, on pense toujours aux bottes, là, dans le coin. Oui, c'est ça. Les bottes. Mais je votais pour ça. Un ministre en bottes de cowboy. Moi, je trouve que c'est vraiment chouette. Ouais. Saint-Tite jusqu'au bout. Quand t'es ministre des Finances, tu veux-tu vraiment passer pour cowboy? Ben, il est temps de briser le standard. L'expression marche moyen. Bon, publicité anti-tarif de Doug Ford, là. L'histoire se complexifie parce qu'au départ, on savait pas trop. M. Ford lui avait dit, Mark Carney, j'y avais montré, il avait vu la publicité, mais on n'avait jamais dit, OK, il l'a vu, mais il l'a-tu approuvé? Il était-tu d'accord ou pas d'accord? Là, on comprend un peu plus. Là, là on est bien mémère. On aime ça avoir les histoires de coulisses. Alors, déjà qu'on est un peu tous surpris oui. que M. Carney s'est excusé à Donald Trump. Oui. Un qui s'excusera pas, c'est Doug Ford. Il l'a dit hier. Moi, je m'excuse pas. Mais là, ce qu'on apprend, c'est que M. Carney aurait appelé M. Ford plus d'une fois pendant son voyage en Asie pour lui demander... Doug, veux-tu bien retirer les publicités, s'il vous plaît? Ça me met dans le trouble là, avec le Donald. Et le premier ministre de l'Ontario avait finalement décidé d'en écourter la diffusion, mais sans pour autant y mettre fin immédiatement. On se souviendra, il y a eu un délai. Là. La fin de semaine. La fin de semaine, mais là... Qu'est-ce qu'il y avait la fin de semaine? Il y avait la série mondiale. Du baseball. Et là, le président américain a vu cette publicité-là pendant la série mondiale et a dit, voilà, des tarifs punitifs de 10 % en guise de représailles, en plus d'avoir cessé les pourparlers dans la négociation là, pour ce qui est des tarifs et tout. Alors là, la campagne publicitaire de 75 millions qui reprenait un discours, on se souviendra, de l'ancien président républicain Reagan contre le protectionnisme, ce à quoi Donald Trump disait non, c'est pas vrai. Reagan était pour les tarifs. Des fois, on a l'impression qu'on manipule un petit peu les faits et l'histoire. Ceci dit, M. Abbey, le premier ministre de la Colombie-Britannique, lui, qui devait faire une autre campagne en novembre. Lui avait annoncé tout de suite après l'Ontario une campagne en novembre. Lui, il a mis ça sur la glace. C'est jour d'élection. Aujourd'hui, aux États-Unis, à New York, entre autres, c'est peut-être une des élections les plus suivies depuis longtemps. Là. Certainement, parce que c'est le démocrate socialiste Zoran Mamdani qui mène par une avance très confortable de 10 points. Et lui, essentiellement, a construit son programme sur la hausse du coût de la vie. À quel point le New York ne doit plus être une ville juste pour les millionnaires et les milliardaires et propose plusieurs mesures qui vont très loin, là, comme la gratuité des autobus, la création d'épiceries urbaines détenues par la ville pour réduire le prix des aliments. Il veut geler les loyers dans certaines zones. Il veut construire davantage de logements sociaux. Et lui, il fait face, entre autres, à l'ancien gouverneur Andrew Cuomo et au républicain Curtis Sliwa. Et la perspective, vous comprendrez bien, de voir Mamdani à la tête de New York ne plaît pas du tout à Donald Trump, qui ne l'aime pas. D'ailleurs, il l'a attaqué sur Truth, menacé même de punir la ville de New York si elle ose élire celui qu'il décrit comme étant un communiste. Mais quand on dit socialiste, c'est que c'est pas un jugement que nous on porte là, sur le gars. Il s'auto-définit comme un démocrate socialiste. Il y en a quelques-uns aux États-Unis, comme Bernie Sanders. Il y a vraiment deux angles, deux groupes de personnes. Il y a vraiment tout ce qui est se méfie de la gauche radicale, parce que là, tes solutions, moi je regarde des épiceries gérées par la ville. Je veux dire, la seule parce que
de deux choses l'une. Soit que tu penses que la ville va mieux gérer des épiceries, là, des inventaires de fruits et légumes, de la main-d'œuvre, que le privé. Moi, j'y crois pas. Que des bureaucraties municipales vont gérer mieux. Donc, si tu gères pas mieux, puis tu veux vendre à moindre prix, comment tu réconcilies ça? C'est que tu vas en perte, là. C'est que tu perds de l'argent. Fait que vraiment, la ville de New York va opérer des épiceries à perte, qui vont aller dans le déficit pour vendre l'épicerie supposément à moindre coût, puis faire concurrence à des entreprises. Puis tu sais, il y a quand même une variété d'épiceries aux États-Unis. Il y a plein de marques qui ont une concurrence énorme dans l'alimentation. L'autre groupe qui est donc, t'as tout le groupe, tous ceux qui se préoccupent des politiques économiques, qui veulent pas voir Mamdani là. L'autre groupe, c'est la communauté juive, là, qui le voit comme un... En tout cas, c'est certainement... C'est un musulman, mais c'est plus qu'un musulman. C'est un musulman militant, pro-palestinien. Puis là, la ligne est mince. Lui, il va dire qu'il n'y a aucun problème, là, qu'il est très respectueux de la communauté juive, mais la communauté juive ne le sent pas comme ça. Il va dire qu'il est à la frange de l'antisémitisme. Fait que c'est une élection, pour beaucoup, là, très, très, très émotive, très symbolique à New York. Puis, ceux qui ont peur, c'est les démocrates, qui se disent, OK, si le parti se radicalise avec des socialistes comme ça, c'est parce que là, chez les jeunes, ça devient le nouveau héros et tout ça. Si c'est ça, le nouveau parti démocrate, Trump et ses successeurs sont au pouvoir pour des générations. Là, parce que, tu comprends, à grandeur des États-Unis, tu feras jamais élire des socialistes radicaux comme ça. Il faut que le parti démocrate soit modéré pour espérer gagner la présidence. Et dans le cas de Mamdani, très populaire sur les réseaux sociaux, très, très habile sur les réseaux sociaux, il connaît les codes. Et je vous mentionne en terminant, parce que Trump, tu comprends bien qu'il a mis son grain de sel aussi, en plus de dire qu'il laïssait Mamdani, il dit « Moi, j'appuie Andrew Cuomo, ancien gouverneur démocrate de l'État de New York. » Oui, parce que le républicain n'a aucune chance de gagner. C'est pour ça que le démocrate centriste devient le candidat préféré de Trump, parce qu'il pourrait peut-être gagner, mais il ne gagnera pas. Moi, je pense que Mamdani, c'est fait, là, avec les pourcentages qu'on voit dans les sondages. Ça veut dire qu'il faut que les gens aient voté, par contre. Oui, mais d'après moi, il y a une mobilisation, parce que là, c'est rendu... Je pense qu'il y a des gens qui connaissent pas son programme puis qui l'appuient. Là. C'est rendu une rockstar. Là, c'est un peu comme Justin Trudeau en 2015. Là. Tu sais pas exactement ce qu'il va faire, mais c'est ce qu'il représente qui est cool. Là. Premier jour de Soraya Martinez-Ferrada, hier à la mairie de Montréal. C'est bien parti? Moi, je suis pas sûr. Bon, je suis curieux de t'entendre là-dessus. Je vous résume un peu là, ce qui s'est dit, ce qui s'est passé. Deux gros dossiers, la STM et les pistes cyclables. D'abord, Soraya Martinez-Ferrada met de la pression sur la STM pour relancer des négociations. On sait là, qu'on est en grève du côté des employés d'entretien jusqu'au 28 novembre prochain. Puis il y a la possibilité de tenir 2 autres journées de grève aussi pour ce qui est des chauffeurs d'autobus et des opérateurs de métro qui pourraient paralyser encore une fois complètement le transport en commun comme ce qu'on a vécu samedi. Alors, la nouvelle mairesse a demandé une rencontre d'urgence avec la directrice générale de la STM, Marie-Claude Léonard. La mairesse estime que les citoyens veulent savoir où en sont les négociations avec le syndicat et souhaite que l'organisation soit plus transparente sur le calendrier de négo pour établir la confiance de la population. La mairesse a demandé aussi à la directrice générale de lui expliquer pourquoi on n'arrive pas à une entente en précisant aussi que les deux parties ont chacun un rôle à jouer dans l'accélération des négociations. Ça, c'est pour la STM. Pour ce qui est des pistes cyclables... Parce qu'elle devait faire une grande évaluation là, des pistes cyclables pour voir s'il n'y en a pas qui étaient mal foutues, dangereuses, mal placées. C'est ce qu'elle avait promis pendant la campagne électorale. Eh bien là, finalement, elle va plutôt consulter les études qui ont déjà été réalisées. Par Projet Montréal. Par Projet Montréal. C'est quoi? Moi, j'en ai pas lu une. Mais parce que je suis un devin, un prophète, tu sais ce qu'il y a dedans. Je sais déjà ce qu'il y a dedans. Ben oui. Tout est correct. C'est sûr, c'est fantastique. Mais ça me surprend pas. Mais vous trouvez... Mais c'est pas surprenant, il me semble, parce qu'elle a jamais été vraiment claire sur sa position des pistes cyclables. T'as raison. Moi, ça m'étonne pas. Elle patinait un peu en campagne, mais elle disait quand même ce qu'Alexandre vient de nous dire. Elle disait, je vais faire un audit, je vais aller vérifier tout, puis tout ça. C'est des grands mots. Dans les 100 premiers jours. Dans les 100 premiers jours. Puis là, elle le fera pas, elle va prendre les études en place, puis les études en place disent que tout est correct. Puis sur l'autre point, elle met de la pression sur la STM, mais c'est parce que t'as un problème de fond, là. On dit qu'il faut que la STM soit plus transparente sur les négociations. Un, tu négocies pas sur la place publique. 2, il y a un problème de fond. Les sociétés de transport font des déficits à répétition, que le gouvernement du Québec a dit « Je ne vais plus éponger vos déficits. Je le ferai plus. À la fin de l'année, vous m'arrivez avec un déficit de X 100 millions, là, je le ramasse plus. Donc, vous devez vous arranger pour balancer vos budgets. »
une des raisons des déficits, démontrée par des économistes, des comptables, des coûts de main-d'œuvre trop élevés. Fait que si tu donnes aux employés tout ce qu'ils demandent dans la signature de la nouvelle convention collective, tu te cales. Là. Tes coûts de main-d'œuvre déjà trop élevés, déjà au-dessus du marché pour des emplois équivalents. Souviens-toi de ce que disait Geneviève Guilbeault. Là. Elle disait, moi, je peux plus éponger les déficits des sociétés de transport parce que l'argent que je leur donne, ils l'utilisent pour verser des salaires à des niveaux que moi, je verse pas aux fonctionnaires québécois. Moi, le gouvernement du Québec, je peux pas donner de l'argent aux villes ou aux sociétés de transport des villes pour aller verser des salaires, alors que moi, mes propres employés, qui ont des emplois équivalents ou avec des formations équivalentes, je leur donne pas ça. C'est absurde. Fait que... c'est une mauvaise... c'est une première journée, là, restons calmes. Là. Je pense que madame... hier, elle venait d'être élue, mais même pas encore choisie, même pas encore formé son équipe, son directeur de cabinet. Mais je pense qu'elle va devoir revoir ses dossiers parce qu'elle va faire des déçus. Et rapidement, ça brasse au caucus de la CAQ dans le dossier des médecins. On apprend dans le journal ce matin qu'il y a des élus caquistes qui seraient furieux contre le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui était absent lors d'un caucus tenu à la suite de la démission fracassante de Lionel Carman. Alors, les députés espéraient obtenir des informations, des réponses claires là, pour répondre aux inquiétudes suscitées par la loi 2. Et là, vendredi, il y avait ce caucus spécial-là. Dubé n'était pas là. Et là, la question qui perdure à l'intérieur, justement, de la CAQ, c'est si on n'a pas réussi à l'interne à convaincre le seul médecin de notre gouvernement, puis sa famille, on sait que sa conjointe est médecin, sa fille également, comment on va réussir à convaincre le reste de la population? Aujourd'hui, là, les députés sont de retour à l'Assemblée nationale. Ça risque de rebondir. L'heptade d'harmonium. Ça risque une œuvre d'être... mythique. Oui, puis ça va être super touchant parce qu'ils ont décidé de faire la version originale, comme l'album, mais en version symphonique. Le 15 novembre 1976, on avait entre nos mains cet album mythique qui va célébrer cette année ses 50 ans. Il est sorti le jour de l'élection du PQ. C'est fou, là. Ah, je savais pas ça. 15 novembre 1976. Donc, le Festival Classica décide de reprendre l'heptade, de proposer ce chef-d'œuvre un an donc après le décès de Serge Fiori, pour avoir été à l'hommage national. Ça a tellement été marquant, je pense, que d'avoir ces 50 artistes sur scène, avec les membres d'ailleurs d'Harmonium qui vont faire partie. C'est le chef d'orchestre Simon Fournier qui sera derrière les baguettes. Les billets seront mis en vente à compter du 7 novembre. C'est le 23 mai 2026, donc à l'espace Saint-Denis, le Festival Classica qui décide donc de faire ce point d'honneur. Je trouve que c'est une belle idée, ça tombe à point. Et CDC s'en vient à Montréal. Là, ça va rocker, ça. Le 12 septembre... Mais tu sais que le Highway to Hell n'était pas bloqué alors que les routes pour se rendre au Centre Bell vont l'être. Mais c'est peut-être ça. Non, c'est pas au Centre Bell. C'est pas au Centre Bell? Non, ça va être au Parc Jean-Drapeau. Oh! Il y a ben trop de bouchons à Montréal. C'est Highway to Saint-Lambert. Oui. Oui, tout l'île Sainte-Hélène. Les billets seront mis en vente vendredi. Power Up. Donc, ça fait un petit moment déjà qu'ils ne sont pas passés à Montréal. L'affaire, par contre, avec ça, puis je sais pas si on a le visuel de ce que vous entendez comme chanson, mais on a des images de la tournée qui est en cours présentement, Power Up. Je me demande toujours, tu sais, je suis toujours partagée dans mon émotion entre c'est vraiment le fun d'avoir ce Ben rock mythique, puis à quel moment on arrête de faire des spectacles quand on est une légende comme ça. On voit les images, ils ont l'air essoufflés là-dessus. Je me demande. Les groupes de notre jeunesse sont tous un petit peu vieillissants. Il faut s'habituer. Mais qu'est-ce qu'on préfère? Je le sais pas. On va les voir ou on va pas les voir, on choisit. C'est ça. Dans la NFL, Charles-Antoine, hier, les pauvres Cowboys qui ont encore eu une mauvaise soirée. C'est pas facile pour l'équipe des Amériques, celle de Jerry Jones. Une équipe qui a probablement, ou avant le match d'hier, probablement la meilleure attaque, mais la pire défense. Aujourd'hui, c'est la date limite des transactions dans la NFL. Donc, le résultat d'hier était quand même important, puisqu'on se demandait si cette équipe allait faire des acquisitions pour solidifier une défense, après avoir laissé partir le meilleur joueur défensif de la Ligue dans l'entre-saison. Ça, c'est un autre dossier. Mais hier, 3 revirements. Ils ont perdu, non seulement contre les Cards, une équipe moribonde,
mais menés par leur corps remplaçant. Donc, ils ont perdu contre Jacoby Brissett et les Cards. Ça a été... Mais Brissett a été bon, là. Il est toujours bon, mais ça reste un corps remplaçant. Ouais, on s'entend, il est toujours... C'est un gars qui amène sa boîte de travail, connaît le livre de jeu. Et là, avec cette défaite, puisque les Cowboys ont maintenant une fiche de 3-5-1, 9% de chance de faire les éliminatoires. Moi, quand il y a des matchs des Cowboys, là, le réalisateur, parce que réaliser un match de sport, c'est phénoménal. Tu as 40 caméras par... Mais c'est sûr que le Real, à un moment donné, là, quand l'adversaire fait un toucher, il disait à son caméraman, va sur Jerry Jones, va sur Jerry Jones. Je pense que la première chose qu'il fait en arrivant, c'est il est où Jerry Jones? Il est avec qui? C'est clair. Parce que, tu sais, on a toujours en tête, dans tous les malheurs des Cowboys, la face du monsieur âgé et riche, l'air un peu contrit. Là, je me souviens pas dans les Simpsons comment il s'appelle, le vieux riche, là, mais moi, ça me fait toujours penser à ça. Hein? Mr. Burns. Ouais, ça ressemble un peu à Mr. Burns. Hier, d'ailleurs, la LNH a annoncé qu'en 2027, donc février 2027, dans 15 mois, il va y avoir un match de la LNH au Cowboy Stadium. Ah ouais? Stade et toit rétractable, 85 000 places. On sait que les compresseurs font du gros boulot maintenant, là, mais ça va être ce qu'on va appeler un match extérieur. La série des stades. La série des stades.